On revient avec nos chers invités pour la suite de l'émission Sana Komlan. Sadio Etou, analyste économique et sociopolitique. Komi Valentin Mayaba, il est journaliste, directeur de publication de Le Symposium. Et Anani Sossou, consultant en communication politique. Avant de prendre la route de la Guinée-Conakry, on va toujours parler un peu de l'UA dérangé par ses instructeurs sur le continent africain. Anani Sossou, vous aviez voulu ajouter quelque chose. On a seulement 5 minutes. Vous avez 1 minute 30. Comme Mayaba, 1 minute 30. Vous, 1 minute 30. Et je prends les 30 secondes. Vous avez la parole. Okay. Mais, non, ce que je voulais dire à mon cher ami, c'est que je donnais un exemple. Et je vais lui redonner un exemple terre à terre pour que nos téléspectateurs puissent bien nous suivre. C'est que je suis agressé dans ma maison. Et il y a mon voisinage qui sait comment agresser. Personne ne lève le petit doigt pour venir m'aider. J'appelle un autre ami ou bien une autre connaissance qui vient d'ailleurs pour m'aider. Maintenant, le voisinage se plaint pour se dire, mais pourquoi je vais aller chercher quelqu'un ailleurs pour m'aider? Mais qu'est-ce qu'ils ont fait pour m'aider? C'est le problème du Mali. Pourquoi la CEDEAO n'a pas constitué les Comogres dès le départ pour aller combattre les djihadistes? On va nous parler de la MINUSMA, etc. Mais quel était le mandat de la MINUSMA? Ça, c'est un grand problème. Quel était son mandat? Est-ce que le mandat de la MINUSMA, ce que les gens ne savent pas, ce n'est pas pour aller combattre les djihadistes? Sécuriser. C'est pour sécuriser les populations. Voilà. C'est pas la même chose. Donc la MINUSMA n'avait pas une mission offensive. N'avait pas pour mission d'aller sur le terrain de combat pour aller tirer sur les djihadistes, mais de sécuriser la population. Comment est-ce possible? L'opération Serval, qu'est-ce que ça a apporté comme gain de sécurité au Mali? Rien. Au moins, ils ont pu reconquérir Tombouctou. Non, ils ont pu reconquérir. Non, on peut leur reconnaître là aussi. Il ne faut pas oublier une chose. Vous avez vu que juste avant l'opération Serval, l'Azawad était né, renaît plutôt de ses cendres. Oui. Et puis, juste après, on a vu le MNLA, qui aussi était sorti de nulle part. Donc, il faut voir qu'il y a une manipulation politique, stratégique et géostratégique derrière tout ce qui s'est passé. Les autorités maliennes, depuis tout le temps, depuis 1962, depuis Modibo Keïta, aucune autorité malienne n'a négligé l'histoire de l'Azawad. L'Azawad, c'est dans le désert. Et ils sont assis sur des mines d'or. Ils sont assis. Vous savez que le Sahel a la plus grande réserve d'eau douce dans son sous-sol au monde. Tout ça constitue des enjeux politiques, stratégiques et géostratégiques. Et toutes les puissances aujourd'hui veulent avoir leur part. Les Russes, ils n'ont pas envoyé des armes, etc. comme ça, par hasard. Parce qu'ils ont vu l'intérêt de cette région-là. Parce qu'une région comme le Sahel qui s'effondre, c'est d'abord l'Europe qui va s'effondrer. C'est toute la sous-région ouest-africaine, le golfe de Guinée, qui va s'effondrer. Donc, ils ont compris. C'est en train de s'effondrer. Ils ont compris l'intérêt économique, stratégique et géostratégique. Donc, rien ne vient dans le Sahel, au Mali, Est nihilo. Et quand la France agite aujourd'hui, elle a ses raisons. Tout le monde a ses raisons, oui. Vous avez votre temps. Oui, en fait, dire que la question Touareg n'a pas été négligée, moi je dirais le contraire, parce que c'est vrai qu'il y a eu des accords de paix, mais qui n'ont jamais été respectés parce que ils avaient le Mali, c'est-à-dire du moins les autorités officielles maliennes avaient la puissance de feu que n'avaient pas ces groupes Touareg. Ce qui change la donne, ce qui a changé la donne, il y avait eu des accords, mais il y a toujours eu des soulèvements parce que ces accords ne sont pas respectés. C'est ça le problème. Ce qui a changé la donne et que ce problème s'est enlisé, c'est parce que des armes et des renforts sont venus de la Libye. C'est ça qui change la donne jusqu'aujourd'hui. Il faut connaître la source de cette déstabilisation de la Libye. Maintenant, concernant le problème de Wagner, on prétend aujourd'hui que c'est la Russie qui est derrière. Mais Poutine a clairement intervenu pour dire que cela ne correspond pas, les activités de Wagner ne correspondent pas à une politique militaire extérieure de la Russie. Donc on ne peut plus clair. Mais on ne peut plus clair. Mais je vais reciter l'exemple
de M. Anani Sossou. Je prends la société de sécurité privée, regarde, qui a un contrat à l'extérieur, qui contracte avec un gouvernement extérieur, qui leur fournit des prestations. En quoi M. Fogna Singbe doit-il forcément reconnaître que lui, son autorité politique a des liens avec cette société? La question vous revient. C'est trop facile. Non. J'ai la parole. Je vais laisser répondre à votre question. Donc, où se trouve le problème? On connaît aujourd'hui l'identité juridique de la société. C'est Wagner Group. On connaît son premier responsable, on connaît le lien capitalistique. Et le premier responsable même a fait des appels de pied déjà au Burkina Faso. Non, ils ont fait même un appel de pied au Burkina Faso. Donc, je ne vois pas pourquoi on veut forcément forcer ce lien. Où est le problème? Le responsable a déjà appelé quel est le Burkina Faso. Quel est le problème que Wagner a posé et dont on n'a pas solution? Quel est le problème? Alors, comme il Valentin Mayaba, c'est votre temps maintenant. Il me tentait de m'étouffer. Non, c'est vous qui essayez d'empiéter sur mon temps de parole. Le problème qui existe ici, personne, je dis bien personne, puisqu'il ne faut pas confondre le débat. Ici, la CEDEAO, nous parlons de la CEDEAO, de l'Union africaine d'abord, qui est en train de se pencher sur des instructeurs. Oui. Enfin, des instructeurs. Aujourd'hui, l'Union africaine n'a pas dit, quelque part, il n'est pas dit quelque part, que si les forces russes, les Wagner, existaient dans un pays comme le Mali, comme le Centrafrique et bien d'autres ailleurs, qu'il y aurait des sanctions contre ces pays. À ce que je sache. Pour le moment, elle n'a pas dit ça. Elle n'a pas dit ça. Maintenant, et rien ne l'interdit dans le droit international d'ailleurs. Oui, d'ailleurs même, comme tu le dis. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui montre ou qu'est-ce qui fait de manière à ce que aujourd'hui, puisque quand on parle de la sécurisation, c'est un problème État-État. Si un État sollicite une force. Et c'est ça la petite différence. Parce que ne confondez pas société et État. Ici, il s'agit d'une question d'État. Alors, quand un État sollicite une force extérieure, ça doit être connu d'un autre État, puisque les armes, ne sont pas sérieux là. Non. Ils sont sérieux dans ce débat. On les appelle des instructeurs. C'est des instructeurs. Ce ne sont pas des combattants. C'est des instructeurs. Ce ne sont pas des combattants. C'est des instructeurs. On va le laisser. Il a encore 50 secondes. Si quelqu'un aujourd'hui, le Togo, sollicite une force, ça ne viendra pas. Peut-être que nous n'allons pas souhaiter qu'il y ait de la déstabilisation, qu'on ait des forces extérieures ailleurs, mais qui signe un accord avec une force extérieure, ça doit être un accord État-État. C'est écrit où? Dans le droit international. En fait, quand on parle de la sécurisation c'est écrit où? C'est par rapport à quelle norme? Ça c'est vous qui l'inventez. Non, ça c'est vous qui l'inventez. Non, vous où est-ce que c'est imposé dans le droit international qu'un État doit contracter avec un État? Non, c'est écrit où? C'est une invention de votre part. C'est écrit où? Pourquoi c'est dit comme ça? Parce que quand on parle d'une armée, il y a une armée régulière et l'armée non régulière. Parce qu'en principe, une armée qui demande, un État qui demande à une armée doit être une armée reconnue par un autre État. C'est par rapport à quelle norme? C'est par rapport à quelle norme? Quand Touadéra avait fait appel au groupe Wagner, puisque la et les milices Balaka, les milices Balaka qu'on a armées. La Centrafrique a reconnu publiquement qu'ils font appel au groupe Wagner. Oui. Bon, est-ce que l'accord, c'était entre un État et l'État centrafricain? Effectivement, aujourd'hui, comme vous l'avez posé, c'est une très belle question. Comme vous l'avez dit, si aujourd'hui, comment l'appelle-t-on, le Centrafrique ou n'importe quel pays qui utilise Wagner sur son territoire doit quand même montrer aux gens que je suis en accord avec tel... Montrer à qui? Mais l'opinion... C'est un État souverain ou pas? C'est un État souverain ou pas? On va quitter. C'est un État souverain ou pas? C'est un État souverain. C'est ça, c'est pourquoi je dis par rapport à quelle norme? Quelle est la norme de l'Union africaine qui impose de dire ça? On ne peut pas... Monsieur Mayaba. Moi je dis, on invente une norme par rapport à quelle norme? La norme existe où? Monsieur Mayaba, on n'a pris pas le temps. Abdoulaye Diop, le ministre des Affaires étrangères. Non, citez-moi. Si vous dites qu'il y a une norme, citez-moi la source. S'il vous plaît. Monsieur Mayaba, s'il vous plaît. Moi, je serais d'accord avec vous si vous me citez une disposition des textes de l'Union africaine qui interdisent à un État africain de solliciter un groupe privé pour venir instruire ses armées. On a compris la position des uns et des autres. On va passer
on va aller en Guinée-Conakry. Bon, monsieur on va aller en Guinée. je vais conclure rapidement, en 2 secondes. Non, nous tous nous allons conclure. Bon, il faut conclure. Maintenant, lui, il ne peut pas conclure. C'est moi qui vais conclure. 10 secondes pour dire que aujourd'hui, je ne dis pas pourquoi on cesse les forces Wagner ou n'importe quelle force dans un État pour venir peut-être renforcer le système sécuritaire, mais je dis qu'il faut qu'on définisse quand même ces forces-là. Il reste 3. Oui, qu'on définisse ces forces-là pour que la communauté dans laquelle vous faites partie, la communauté dont vous faites partie, sache réellement quels sont les enjeux qui sont devant, qui attendent pour que la sécurisation soit... Je voulais simplement dire... Je suis jaloux de ce temps offert. Abdoulaye Diop, le ministre des Affaires étrangères du Mali, dit que l'État malien, il a même défié la communauté internationale de montrer le document qui stipule qu'il y avait un accord entre Wagner et l'État malien. Tout simplement. Mais il a reconnu que l'État malien a signé un accord avec l'État russe. Oui. Point. Donc le débat est clos. Ouais. Allez, on va à Guinée-Conakry puisque le débat est clos. Allez, la session inaugurale du Conseil national de la transition s'est tenue ce samedi 5 février à l'hémicycle du Palais du peuple à Conakry. Cette cérémonie d'installation des 81 membres du CNT a connu la présence du président de la Cour suprême, le Premier ministre, des membres du gouvernement de la transition, des représentants des institutions et ambassades accréditées en Guinée. Dans son discours, Dr Dansa Kourouma, président du CNT, a invité ses coéquipiers à écrire une constitution qui ne sera pas facilement modifiable. Anani Sossou, l'objectif c'est quoi? En fait, il faut dire que le chronogramme même de la transition guinéenne n'est pas connu jusqu'à ce jour. Ouais. Personne n'en parle, personne ne sait rien. Et pourtant, la CEDEAO ferme les yeux. Si c'est pour le Mali... Non, elle a déjà sanctionné la Guinée. Oui, mais non. Mais la Guinée n'a pas eu de sanctions économiques. La Guinée n'a pas eu de fermeture de frontières. Vous voyez? Donc il y a un poids de mesure. Il faut dire quand même que sur le plan monétaire, la Guinée ne fait pas partie de l'UMOA. Donc c'est pourquoi on ne peut pas les sanctionner sur ce plan. C'est ça la différence en fait. La différence c'est qu'on peut fermer aussi les frontières. Et refuser. Même dans la charte et refuser la fermeture des frontières. Non, mais refuser par exemple des transactions entre vous n'allez pas dire que c'est pas parce que la Guinée ne fait pas partie du franc CFA qu'il n'y a pas de transactions financières entre les États membres de la CEDEAO et la Guinée. Donc, on peut interdire aux États membres ayant le franc CFA en partage de ne plus commercer ou bien de ne plus faire quoi que ce soit avec la Guinée, ce qui n'a pas été le cas. Ceci étant donc, dit... vous pensez qu'il y a 2 poids 2 mesures? Ça, c'est clair. Ceci étant dit, on ne connaît pas le chronogramme de la transition guinéenne depuis le 5 septembre. Ils sont là et c'est seulement maintenant qu'ils ont mis en place le Conseil national de transition qui est composé de 81 membres, je crois. Et ce sont ces membres-là qui vont essayer de proposer une charte de constitution, qui vont proposer les instances de la transition qui doivent amener à un calendrier électoral, etc. Est-ce que ça va se faire dans un bref délai? Personne ne le sait. Ceci est aussi important que le retour à l'ordre constitutionnel est l'un des points sur lesquels la CEDEAO ne transige pas. La Guinée avait proposé, le Mali avait proposé, les assises nationales avaient proposé un délai entre 6 mois et 5 ans. Et ils ont dit que c'était trop. Parce que la date butoir, c'était le 27 février de cette année où les élections devraient avoir lieu. Donc, ce qui n'a pas été le cas pour l'instant. Et la Guinée aussi s'inscrit dans cette même directive. Maintenant que le Conseil national de transition a été mis sur pied, on aurait pu quand même demander à cette transition-là de faire en sorte qu'on puisse proposer un chronogramme clair et donner un délai aussi au Conseil national de transition afin de dire que voilà, vous avez 1 mois pour nous proposer quelque chose et à partir de ça, vous avez aussi 1 mois pour proposer un chronogramme et à partir de ça, on va se réunir, on va s'entendre pour aller à des réformes profondes comme l'a dit le président de la Cour, pour aller à des réformes profondes afin de remettre la Guinée sur le plan constitutionnel en toute légitimité, le prochain régime en toute